Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Le président de l'Assemblée nationale soutient les sinistrés des inondations dans la Liborie. Il effectue une tournée des communes touchées par cette catastrophe naturelle. C'est une initiative du bureau de l'Assemblée nationale. Lutte contre le coronavirus, le groupe Colas Afrique offre au Bénin une ambulance et 10 000 masques chirurgicaux. Les détails dans ce journal. Et puis le premier débat télévisé entre les deux principaux candidats à la présidentielle américaine a eu lieu. Donald Trump et Joe Biden se sont affrontés lors d'échanges qui ont donné lieu à un duel plus que musclé. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue aux 20h. Du soutien pour les sinistrés des inondations dans la Liborie. Le président de l'Assemblée nationale parcourt les communes touchées par cette catastrophe naturelle. Une initiative portée par le bureau de l'Assemblée nationale. Louis Vlavonou et sa délégation étaient à Gorgounou. Aziz Alagbe, compte rendu. Gorgounou reçoit la visite du président de l'Assemblée nationale. Louis Vlavonou vient toucher du doigt l'ampleur des dégâts causés par les récentes inondations. Une première dans l'histoire de cette commune dont les populations se disent enchantées. Jamais de mémoire de mortel, Gorgounou n'a enregistré la visite de la deuxième personnalité de notre cher et beau pays, le Bénin. Votre séjour ici restera à jamais gravé dans la mémoire collective de la population affligée de Gorgounou. Gorgounou compte par centaines de victimes du dérèglement climatique qui se traduit par de vents violents, suivis des pluies diluviennes en cette saison particulièrement rude. Ne dit-on pas que c'est dans le malheur qu'on connaît ses meilleurs amis? Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Gorgounou est fier de vous connaître et vous comptez parmi ses sincères amis. Gorgounou pleure 530 hectares environ de cultures emportées, plus de 240 habitations écroulées et près de 1200 sans-abri. Tous les sinistrés, de même que la population de Gorgounou, retrouve espoir à travers cette visite réconfortante de la représentation nationale. Nous avons enregistré au moins une douzaine de cas de noyades. Nous avons vu devant nous des cases s'écrouler. Nous avons vu des ouvrages sauter. Nous avons vu des magasins d'intrants inondés. Nous avons vu des champs vraiment inondés. Nous avons vu des dames qui, entre-temps, sont allées faire un prêt. 2 jours après, du fait de cette pluie, n'ont plus rien. Vous venez, une fois encore, soulager, n'est-ce pas, les peines de nos populations. D'abord, moralement, votre présence nous satisfait. Ensuite, nous savons que votre passage va nous permettre de gérer au mieux, n'est-ce pas, pour cette année et pour les années à venir, n'est-ce pas, cette situation cyclique. Nous avons le devoir de venir. Ce n'est pas une faveur qu'on vous fait. Et qu'est-ce que nous pouvons dire face à ces chiffres? Est-ce qu'il y a des mots pour véritablement consoler? C'est pour cela que je voudrais, vous qui êtes les représentants de ce peuple meurtri, à la base, de transmettre la compassion de la représentation nationale
la solidarité de l'ensemble des 82 députés, nous allons transmettre à l'exécutif, comme vous l'avez souhaité, tout ce que nous avons vu sur le terrain. L'absence totale d'ouvrages d'assainissement explique le grand impact des inondations. Le maire de Gorgounou en a profité pour plaider auprès de l'autorité la relance des grands chantiers de l'État au profit de sa commune. Sachez, mesdames et messieurs, qu'un village de l'arrondissement central de Malanville pourrait bien disparaître. La raison, l'abondance des eaux issues des dernières pluies. Les habitants ont dû être évacués puis relogés. Le constat de Aziz Alagbe et de Wenceslas à Roaimont. Koti, au confluent du fleuve Niger et de la Sota, disparaît progressivement. Les eaux de ces deux cours d'eau en crue ont eu raison des cases, du bétail, des provisions et des cultures de ce village. La vie est actuellement quasi impossible à Koti. Un après-midi de septembre, les eaux très vite engloutissent toute la bourgade. C'est dans la journée que ça s'est passé. Si c'était la nuit, on ne sait pas ce qui va se passer. On n'a jamais vu cette inondation qui emblave le village de Koti comme ça, jamais vu. Même si on dit qu'il y a l'eau, les gens ne pensent pas que Koti va quitter. Et pourtant, avec le concours des autorités communales et de bonne volonté, l'entièreté du village, impuissante à contrer la furie des eaux, rejoint illico presto les magasins de la rizerie de Malanville. Aujourd'hui, il y a plus de 5000 personnes qui sont donc hébergées dans les différents magasins avec quelques commodités. Et aujourd'hui, l'un des villages qui a connu le plus grand désastre, c'est le village de Koti, où le village a complètement disparu. Dans le village improvisé, commence une vie de déplacés avec toutes ses contraintes. On est ensemble, les femmes, les enfants, les hommes, tout, on est ensemble dans un seul magasin. On se passe bien, parce qu'il y a des gens qui nous ont donné des dons. Bon, dans les dons, là, on n'a pas divisé les dons. On a stocké toutes les riz et les dons qu'ils nous ont donnés dans un magasin. Et on préparait ça ensemble et on mangeait ensemble. Autrefois réfractaires à la délocalisation de leur village, les villageois aujourd'hui appellent à un relogement définitif. Il y a beaucoup de ces villages-là qui ont déjà formulé des demandes, n'est-ce pas, de réinstallation sur un site adéquat. Et que donc ces demandes-là vont trouver un écho favorable parce que nous aurons au niveau du Conseil la possibilité donc de voir tous les sites qui pourraient abriter désormais les nouveaux villages de ces sinistrés-là. Ainsi donc, la rentrée des classes 2020-2021 se trouve compromise par les eaux pour ces apprenants du village de Koti, comme plusieurs autres villages de la commune de Karimama et de Malanville. Parlons à présent de cet acte de générosité de l'honorable Noumbida. Il a fait don de kits scolaires aux apprenants de la commune de Djougou. Il entend ainsi soulager les peines de plusieurs parents d'élèves dans ce contexte de pandémie. Blaise Adankbo, Michael Nouati. Nous promettons de beaucoup travailler pour en bénéficier davantage. Les propos de la porte-parole des écoliers de l'école primaire publique de Toko-Toko dans l'arrondissement de Barieno. Une centaine d'enfants reçoit ici des kits scolaires des mains du donateur, l'honorable Noumbida. Nous demandons à Dieu de le bénir pour que la prochaine fois, au lieu de 100, qu'on ait même 1000. Je suis donc très satisfait de cette action qui vient d'être posée dans mon arrondissement au profit de ma communauté. Comprenez que vous avez été méritant. C'est pourquoi on vous a choisi. Alors, il ne faut pas baisser la garde. Il faut montrer à l'honorable député que vous n'allez jamais le décevoir. Alors, il va repasser. Nous allons repasser pour voir. Est-ce que ce qu'il vous a confié, ça a été utilisé à bon escient? À Djougou Centre, l'élu de la 13e circonscription électorale a également procuré la joie et le sourire aux apprenants. Plus de 200 écoliers sont repartis les bras chargés. Cet acte de générosité constitue un ouf de soulagement et un véritable appui au secteur éducatif. Pour réussir l'éducation, il faut le prendre depuis la racine. La racine, c'est depuis le primaire.
Si vous ratez la base, au niveau du sommet, vous ne pouvez pas avoir le résultat que vous escomptez. Je voudrais vraiment remercier tous les parents ici présents qui, vraiment dans un élan de solidarité, ont compris l'appel et ont accepté parce qu'ils auraient pu dire non à l'appel. Je crois que c'est à votre honneur et c'est à vous, c'est à encourager. On ne saurait être plus heureux. Je voudrais donc nous inviter, nous les parents, à suivre les enfants. Faire en sorte que ce geste que le député Bida a fait pour nous ne tombe pas à l'eau. Selon le député donateur du jour, les réformes du chef de l'État dans le secteur de l'enseignement portent des fruits. Également, depuis Toko, ici dans l'arrondissement de Barienou, remercier le gouvernement du président Talon qui depuis 4 ans et demi fait des efforts pour donner une autre image à notre éducation. Vous pouvez témoigner qu'ici même à Toko, comme ailleurs, comme à Diakotome, au niveau des écoles primaires, les enfants, dans la plupart des écoles, les enfants ont droit à un repas. Les grèves qui empêchaient l'école de fonctionner normalement à plein temps, grâce aux efforts et aux réformes du système du président Talon, je crois que nous avons pu conjuguer tous ces phénomènes au passé. Les dons de kits scolaires ne devraient pas s'arrêter en si bon chemin. Le parlementaire entend poursuivre les mêmes œuvres dans les autres arrondissements de la commune de Djougou. Le parti Union progressiste évalue à Djougou ses performances à l'issue des élections communales et municipales de mai dernier. Le bilan est plus ou moins satisfaisant. Toutefois, des défis restent à relever. Un atelier qui réunit militants, responsables communaux et de la coordination départementale de la Donga s'y penche. Blaise Adanko. Aux dernières élections municipales et communales, l'Union progressiste n'a pas brillé à Djougou. Le parti a fini 3e force politique de la cité d'Ekpetoni, derrière le bloc républicain et les forces Kori pour un Bénin émergent. Nous avons eu 4 conseillers, dont un chef d'arrondissement. Que ce soit nous ou nos adversaires, nous attendions à un retard beaucoup plus important que ça. Pour avoir au moins eu 4 conseillers, vu l'engouement de départ, l'engouement des jours de campagne, beaucoup de gens pensaient que l'UP devait venir en tête. Mais malheureusement, le contraire s'est produit. On avait l'assurance d'avoir au moins la majorité des élus de la commune de Djougou. À cette rencontre, militants des 12 arrondissements et responsables du parti essaient de déceler le vrai problème. Des différentes discussions, il ressort comme faiblesse le manque de militantisme. Ceux qui adhèrent au parti pour son idéologie, nous n'en avons pas encore comme on l'aurait voulu. Et aujourd'hui, le militantisme ne se fait plus comme avant. Avant, il fallait distribuer de l'argent. Aujourd'hui, il faut prouver son militantisme en se donnant bénévolement. Face à cette difficulté, il est nécessaire de prendre des mesures appropriées. La première est la mise en place très rapide des structures de base pour des adhésions massives des militants. Aujourd'hui, nous ne sommes pas encore satisfaits du nombre d'adhérents, mais de sensibilisation en sensibilisation, nous finirons par évoluer et avoir un nombre assez important pour que les structures puissent être installées du quartier au village, ainsi de suite. À partir de Djougou, l'Union progressiste veut donner la couleur jaune au département de la Donga. Une rencontre similaire est prévue dans la commune de Basila. Toujours par rapport aux élections communales et municipales, donc l'Union progressiste s'auto-évalue à Basila aussi. On retrouve Blaise Adanko et Michael Noati. Face à face dans la salle de la Maison des Jeunes de Basila, responsables et militants de l'Union progressiste. Ils se disent les 4 vérités sur leur performance au dernier scrutin. Nous avons vécu les événements ensemble. C'est avec vous que nous allons analyser pour que la prochaine fois, on puisse améliorer les choses. Et sur près de 30 000 votants, l'UP a pu obtenir 8 641 voix. Au niveau communal, nous sommes devenus la 3e force. C'est grâce aux efforts des uns et des autres
que nous avons pu avoir les résultats que nous avons eus. À côté du positif, il y a également des points d'ombre. Ils ont limité les résultats du parti au soir du 17 mai 2020. Il y a des individus qui ont leur charisme et malheureusement, le positionnement a fait que si on ne savait pas faire, on allait perdre des militants, on allait perdre des zones. La troisième faiblesse, c'est les moyens financiers. Les gens attendaient tout du parti, oubliant que c'est les cotisations, c'est la contribution surtout des militants engagés qui pouvaient d'abord nous aider. Aux problèmes identifiés sont trouvées des solutions. Où nous allons pouvoir tous nous voir et demander aux leaders d'opinion, aux imams, aux chrétiens de tuer en nous, en chacun de nous, le moi, l'égoïsme, pour qu'on comprenne que c'est l'union qui fait la force. L'autre chose que je vais demander, c'est vous demander d'être fiers d'appartenir à l'UP. Quand bien même à l'intérieur, nous avons des problèmes. Autant vous avez des problèmes ici, autant aussi nous en avons à Djougou. Depuis 3 jours, nous sommes en train de régler les problèmes aussi. Donc il y a des problèmes partout, mais nous devons tout faire pour les surmonter. L'autre sujet qui a fait débat, c'est la question de l'adhésion des militants. À Basila, l'Union progressiste a un faible taux d'adhésion. Il n'y a pas de parti politique s'il n'y a pas de militants. Aujourd'hui, il n'y a pas de militants qui disent je suis militant. Il faut être militant en apportant la preuve que vous êtes militant. La preuve du militantisme aujourd'hui, de son appartenance à un parti politique, c'est adhérer. Je voudrais exhorter tous ceux qui sont ici, qui ne sont pas encore inscrits, à aller s'inscrire, à adhérer à l'Union progressiste. Au cours de cette séance bilan, Basila a salué le travail que fait le gouvernement du président Patrice Talon pour le développement du Bénin. Toutefois, la population a exprimé certaines doléances à insérer dans le PAG 2021-2026. Autre volet de l'actualité à présent, les nombreux dysfonctionnements révélés par les audits des fonds FADEC ont conduit à la prise de mesures pour la traçabilité des fonds et le contrôle de leur utilisation. L'arrêté 418 du 18 février 2019 est l'une des illustrations de cette réforme. Une rencontre de restitution a eu lieu ce mercredi pour évaluer son efficacité. Le compte rendu est signé Renaud Akakpo et Alexis Kenom. La gestion des fonds alloués aux communes a longtemps défrayé la chronique. C'est pour donner un coup d'arrêt à la saignée financière que le ministre de l'économie et des finances a institué un contrôle a priori auprès des maires par un arrêté en date du 18 février 2019. Le ministre de l'économie et des finances a, par arrêté, institué le visa des délégués du contrôle financier auprès des départements sur les projets de contrats de marché public soumis à l'approbation des autorités préfectorales. Il s'agit de l'institution du contrôle a priori auprès des maires, ce qui permettra d'assurer la qualité de la dépense, de certifier l'exécution financière des dépenses communales et d'assurer l'appui conseil permanent aux acteurs communaux afin de les accompagner dans le respect des tests de la République. La Commission nationale des finances locales et le contrôle financier se sont engagés en toute intelligence pour l'opérationnalisation de cette réforme. Après un peu plus d'1 an d'expérimentation, les fruits ont tenu la promesse des fleurs. Au vu des probants résultats obtenus en si peu de temps, je puis vous dire que cette approche garantira une bonne gestion des ressources mobilisées au profit de nos communes. Alors, cette implication des DCF au niveau donc des départements sur ces contrats communaux ont présenté ou enregistré plusieurs améliorations. La première concerne la qualité des contrats communaux que nous signons désormais dans les communes. La deuxième concerne le respect de l'orthodoxie financière qui doit encadrer les dépenses publiques au niveau communal. Et la troisième concerne la qualité des livrables. Cette réforme est bien appréciée par les partenaires techniques et financiers. Jusqu'au-là, nous, avec notre soutien au FADEC, on a toujours opté pour un contrôle
ex post. Là, les dégâts sont déjà faits souvent et maintenant, vraiment, je me réjouis d'entendre que vous avez fait un effort pour soutenir maintenant ce contrôle a priori. Je trouve ça, c'est une très bonne chose. L'ingénieuse initiative du ministre de l'Économie et des Finances a fini aussi par susciter l'engouement des maires et des préfets qui étaient au départ quelque peu réticents. Je voudrais, au nom de tous les maires, remercier très sincèrement le ministre des Finances pour cette initiative. Il faut dire qu'au début, c'était un peu difficile, mais je pense de plus en plus, la collaboration est devenue plus franche et nous sentons même la nécessité que cette intervention soit plus accrue. Moi, je n'ai plus trop de crainte à poser ma signature sur les contrats aujourd'hui, après que ce soit passé par l'étape judiciaire. Cet atelier de restitution est aussi l'occasion saisie par ces divers acteurs pour mettre en lumière les points de faiblesse recensés au cours de cette première année d'expérimentation. Cet atelier de restitution doit être une occasion d'évaluation sans complaisance de nos insuffisances pour donner une impulsion nouvelle, forte et ordonnée à l'intervention des DCF dans nos communes. Cette initiative, déjà couronnée de succès, est de nature à instaurer de façon définitive la bonne gouvernance dans la gestion des ressources au niveau des communes. Les travaux de la deuxième session ordinaire du Conseil économique et social ont démarré ce mercredi à Cotonou. C'est une rencontre qui va permettre aux conseillers de l'institution de prendre connaissance du contenu du projet de budget de l'État pour d'éventuelles propositions et suggestions à l'endroit du gouvernement. William Aguia, Benjamin Denayon. Le Conseil économique et social, de par ses attributions, donne ses avis et fait des recommandations au pouvoir public dans les domaines économiques, social, culturels et bien d'autres. La session qui s'ouvre, la deuxième ordinaire de l'année, va être consacrée en grande partie à l'élaboration du projet de budget de l'État exercice 2021. Un projet de budget qui leur sera présenté par le ministre de l'Économie et des Finances. Cette présentation nous permettra de mieux appréhender les nouvelles mesures budgétaires du gouvernement en vue de propositions qui tiennent compte de l'intérêt général et du mieux-être de la population. Après les éclairages du ministre, une étude approfondie sera envisagée dans les commissions. Cette étude aboutira à un projet de rapport et d'avis à soumettre pour l'adoption en plénière. Plusieurs autres sujets seront également abordés au cours de cette deuxième session ordinaire avec l'étude d'autosaisine sur plusieurs thématiques. L'exploitation des carrières de pierre au Bénin. Quelle contribution à l'économie des communes? Le développement de l'agrobusiness au Bénin. Enjeux et perspectives. Sport et développement économique et social. Rôle et responsabilité des acteurs. Il s'agira pour l'essentiel de finaliser les thèmes de référence, d'élaborer les outils de collecte des données, d'identifier les personnes ressources à auditionner. C'est une session ordinaire qui s'ouvre dans un contexte de pandémie de la Covid-19 et de forte pluviométrie soldée par d'énormes dégâts matériels et humains. Je voudrais marquer toute ma solidarité en l'endroit de nos concitoyens victimes de ce malheureux événement. Je ne saurais passer sous silence la noble démarche du chef de l'État qui a reçu et honoré Dame Sakina au palais de la Marina le mercredi 19 août dernier avant de la décorer. Suite à son acte de bravoure, qui a permis de sauver la vie à 5 des naufragés du fleuve Opara dans la commune de Djaourou. C'est donc parti pour 30 jours d'intenses activités pour ces conseillers du Conseil économique et social.
La formation des acteurs de la décentralisation, une préoccupation pour le centre de formation pour l'administration locale. Le centre a organisé en collaboration avec le ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale un atelier pour élaborer une stratégie nationale de formation des acteurs de la décentralisation. Fifame Salomé Atadeji, Bruno Rotekbo. Nous sommes à la deuxième session ordinaire de cette assemblée consulaire qui permet de consacrer ce budget, et c'est le budget de 2021, le budget qui permettrait à la Chambre de commerce et son bureau de pouvoir agir et de pouvoir tracer les grandes lignes pour permettre aux opérateurs économiques de profiter, de bénéficier des avantages de la Chambre de commerce, les grandes réalisations et d'être au service de la nation. Vous savez, le chef de l'État a une très grande vision pour l'industrialisation du Bénin, et la Chambre est l'une des composantes et qui doit pouvoir faire un certain nombre d'éléments, faciliter un certain nombre d'éléments aux acteurs, aux opérateurs économiques, aux entrepreneurs. Nous avons des petites et moyennes entreprises qui ont besoin de l'accompagnement de la Chambre. Vous savez, au niveau de ce budget, vous pourrez noter 1000 jeunes entrepreneurs qui seront accompagnés. Il y a une action qui est mise également sur les femmes. 1000 jeunes entrepreneurs femmes seront également accompagnés dans ce dispositif. Vous pourrez également noter à ce niveau que la Chambre de commerce, pendant l'exercice 2021, la Chambre de commerce aura agi pour que réellement le parcours de l'entrepreneur soit une réalité. Vous verrez beaucoup d'innovation, beaucoup d'ingéniosité, surtout avec le leadership du président de la Chambre de commerce qui a envie de donner une nouvelle place à la Chambre de commerce, de faire rayonner la Chambre de commerce, non seulement au Bénin, mais également dans la sous-région. Le budget de cette année est évalué à environ 3 milliards 100 millions de francs CFA. Le budget a été adopté à 100%. Et ça fait partie des rares moments où, à la Chambre de commerce, on voit l'adhésion totale des 60 élus se mettre ensemble pour adopter, voter le budget sans réserve. Parlons à présent de la troisième session ordinaire du Conseil communal d'Abomey-Calavi qui s'est tenue hier mardi. Au nombre des points inscrits à l'ordre du jour figure notamment la présentation du rapport d'activité et plusieurs autres dossiers à étudier. Lénaïk Agbazaou, Bruno Rotekmo. 34 conseillers présents sur 49 au total. Quorum atteint pour l'étude des dossiers retenus pour cette troisième session ordinaire du Conseil communal d'Abomey-Calavi. Une session inaugurée par un regard rétrospectif sur les actions menées. Voici bientôt 4 mois que nous avons ensemble entrepris, avec conviction et abnégation, de faire de la commune d'Abomey-Calavi une ville attrayante et prospère. En si peu de temps, en vue de l'atteinte des objectifs devant conduire à l'émergence effective et durable de cette commune, nous pouvons sans fausse modestie dire que des pas significatifs ont été posés, de grandes actions de développement ont été réalisées. Les conseillers communaux de la cité d'Otoir n'entendent pas dormir sur leur laurier. Ils veulent œuvrer aux côtés de leurs partenaires pour une ville véritablement majestueuse et offrant de nombreuses opportunités. Nous devrons nous armer de plus de courage aux côtés de nos partenaires au développement, tant locaux qu'étrangers, pour faire d'Abomey-Calavi une ville imposante. L'autorité communale invite à une synergie d'action afin de maximiser les recettes budgétaires, d'où la nécessité de sérieuses réformes. D'importantes réformes doivent être introduites dans l'administration communale pour booster les efforts de tous et de chacun. L'une d'entre elles est celle que nous avons commencé par expérimenter en confiant désormais la gestion des sites de carrières de sable, en l'occurrence la collecte des tasses sur les 10 sites, à une équipe de jeunes en vue d'améliorer les performances des recettes propres au niveau de ce secteur d'activité. Il sera aussi procédé à un renouvellement des membres de la commission de gestion foncière pour une meilleure sécurisation des terres, une priorité communale.
Les conseillers vont également étudier ici des demandes relatives à l'acquisition de domaines dans la commune et débattre de la mise en œuvre de certains projets. Je vous l'annonçais dans les titres, le groupe Colas Afrique offre au Bénin une ambulance et 10 000 masques chirurgicaux. À travers ce geste, le groupe veut accompagner le gouvernement dans la lutte contre la pandémie de coronavirus. Au Sénat délégué, Alexis Kenom. Cette ambulance flambant neuve, accompagnée de 10 000 masques chirurgicaux, est un don du groupe Colas Afrique. L'entreprise de travaux publics apporte sa contribution au peuple béninois à travers ce geste destiné à enrayer la propagation du coronavirus. Et je crois qu'il est important pour nous d'être solidaires avec cette crise qui est une première mondiale. Aujourd'hui, c'est un jour important. Nous allons vous faire un don avec grand plaisir et j'ai plaisir de savoir que vous allez bien utiliser ce don dans la forme d'une ambulance et de ces 10 000 masques qui vous seront, je l'espère, fort utiles. Ce don est un geste supplémentaire que nous faisons au quotidien puisque nous avons déjà distribué de nombreux masques. Plus de 5 000 masques ont été distribués dans les arrondissements de Dan et de Ouedo aux élèves en fin juin afin de leur permettre de finaliser leur cycle d'études et de poursuivre là aussi leur carrière et leurs études dans les bonnes conditions. Et je dois vous féliciter là aussi, monsieur le directeur de cabinet, vous et vos équipes, pour la réaction du Bénin face à cette crise. L'ambulance, entièrement équipée, est évaluée à 43 millions de francs CFA et les 10 000 masques chirurgicaux à 5 millions de francs CFA. Cette dotation vient renforcer la stratégie nationale de lutte contre cette pandémie. Le gouvernement du Bénin a eu à mettre en place un plan de riposte multisectoriel dont la mise en œuvre assure au pays le renforcement de sa capacité dans plusieurs domaines, dont la prévention, la communication, la surveillance épidémiologique et la prise en charge des cas. C'est à ce titre qu'il est prévu dans ce plan d'acquérir des ambulances pour assurer la célérité du transfert des patients vers le site de prise en charge des cas de Covid-19 et ainsi réduire de façon significative la létalité liée à cette affection. Aussi bien l'ambulance que les masques, ils seront immédiatement mis à la disposition des acteurs des sites de gestion de la Covid-19 pour une utilisation rationnelle au profit des populations. Colas Afrique n'en est pas à son premier geste à l'endroit des autorités béninoises impliquées dans cette lutte. Le premier débat télévisé entre les deux principaux candidats à la présidentielle américaine de novembre prochain a eu lieu. Donald Trump et Joe Biden se sont affrontés la nuit dernière lors d'échanges qui se sont rapidement transformés en pugilat. Retour sur une foire d'empoigne sans vainqueur avec Pamela Ahichema et James William Bagedi. Ils entrent en scène sans se serrer la main, Covid oblige, mais le visage fermé de Donald Trump et les poings serrés de Joe Biden ne pouvaient que présager de ce que tout le monde redoutait. En 90 minutes, les deux candidats à la présidence des États-Unis se rendent coup pour coup, nom d'oiseau pour nom d'oiseau. Un véritable chaos, d'abord du fait du président Donald Trump, qui n'a cessé d'interrompre son adversaire, qui lui-même va finir par se laisser aller aux amabilités de mauvais goût. Donald Trump traite son adversaire de marionnette de la gauche radicale et se voit lui-même qualifié de caniche de Poutine. L'ancien vice-président affirme que le président Trump est un menteur, ce à quoi Donald Trump répond que les démocrates s'apprêtent à voler la prochaine présidentielle. On en sera arrivé à ce que Joe Biden demande à son adversaire « Allez-vous la fermer ?» Des sujets aussi importants que la gestion de la pandémie de Covid-19, qui a déjà fait plus de 200 000 morts aux États-Unis, la situation économique désormais chaotique des États-Unis, le racisme systémique, la crise environnementale, auront pâti d'un débat finalement inaudible où chacun y est allé de ses invectives. Même sur les résultats du scrutin, il n'a pas été possible d'obtenir du président l'engagement de les respecter s'il venait à être battu. Son adversaire, par contre, se montrant dans de meilleures dispositions d'esprit. Si c'est une élection équitable, je suis à 100% à bord,
Mais si je vois des dizaines de milliers de bulletins de vote être manipulés, je ne peux pas être d'accord avec ça. Le fait que je vais les accepter, les résultats, et lui aussi, parce qu'une fois que le vainqueur est déclaré, après le dépouillement de tous les bulletins, tous les votes sont comptés. Ce sera la fin de l'histoire. Et si c'est moi, en fait, très bien. Si ce n'est pas moi, je soutiendrai le résultat. Les téléspectateurs, quant à eux, sont tout aussi partagés. Les partisans de Donald Trump applaudissent leur champion. Les soutiens de Joe Biden font de même. Je pense que le président a fait une très bonne prestation. Il a présenté son bilan, ce qu'il a accompli ces 4 dernières années. Mais je trouve que pendant la plupart de la soirée, il ne participait pas seulement à un débat contre Joe Biden, l'endormi, mais aussi contre Chris Wallace, le modérateur, qui est un guignol. C'était vraiment stressant. Je pense que le débat s'est passé exactement comme tout le monde s'y attendait. Ils se sont beaucoup coupé la parole. Nous n'avons rien appris de nouveau. Les deux candidats ont présenté leurs arguments. Je pense que le gagnant était clairement Donald Trump. Il avait Chris Wallace et Joe Biden contre lui, mais je pense que Donald Trump avait beaucoup d'arguments et il les a défendus. Mais Joe Biden avait tendance à répondre comme il le fait d'habitude, en l'interrompant. Honnêtement, j'ai trouvé que c'était un débat très difficile parce qu'il y avait beaucoup de moments où il se coupait la parole et peu de substance à ce que disait Trump. Il ne donnait pas vraiment beaucoup de faits. Il se contentait de faire des déclarations généralisées. Au final, les lignes n'auront pas bougé, ou très peu. Et il n'est pas certain que ces manifestants anti-Trump, rassemblés à Cleveland, ville où s'est tenu le débat, aient pu changer d'avis après cette triste prestation. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Ce sera tout, mesdames et messieurs, pour ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Baba, Nam. Franchement, sans cette carte, je ne sais si je serai encore assis avec vous. Mon fils, je remercie le gouvernement pour cette initiative. En notre temps, sans argent, on n'avait pas accès aux soins adéquats. Mais aujourd'hui, grâce à cette carte, nous avons tous